Le vent soufflait fort ce jour-là, comme si la Bretagne elle-même voulait me retenir sur le pas de cette maison. Dans mes mains tremblait une boîte de gâteaux, les sablés préférés de mes petits-enfants, ceux que je faisais toujours pour leurs anniversaires. J'avais mis mon vieux manteau bleu, celui que j'appelais le manteau des grandes occasions. Et aujourd'hui, c'en était une. Je voulais simplement voir ma fille, embrasser mes petits, passer une heure avec eux. Rien d'extraordinaire, juste un peu d'amour. Quand j'ai sonné, j'ai entendu des pas précipités derrière la porte, puis la voix d'Élodie, ma fille. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Sa voix n'avait pas la chaleur qu'elle avait autrefois. Elle sonnait contrariée. Je passais dans le quartier, j'ai pensé vous faire une petite surprise. J'ai préparé des sablés pour les enfants. Un silence, puis un murmure étouffé. Elle parlait à quelqu'un derrière la porte, probablement Thomas, son mari. Ce n'est pas le moment, maman, vraiment, on est occupé. J'ai eu un petit rire nerveux. Oh, je ne veux pas vous déranger, juste déposer les gâteaux et embrasser les petits. La porte s'est ouverte de quelques centimètres. J'ai aperçu le couloir, l'odeur familière du café, un jouet sur le sol. Mais je n'ai pas eu le temps de voir plus. La porte s'est refermée presque aussitôt. Non, maman, pas aujourd'hui. Et puis, préviens, avant de venir, s'il te plaît. Ces mots, dits d'une voix douce mais ferme, ont eu l'effet d'une gifle. J'ai voulu répondre, dire quelque chose, n'importe quoi, mais rien ne sortait. Je me suis contentée de murmurer « D'accord, ma chérie, je comprends ». Et la porte s'est refermée, définitivement. Je suis restée là quelques secondes, le vent glacé fouettant mes joues. Dans le reflet de la vitre, j'ai vu une vieille femme que je ne reconnaissais pas tout à fait. Les cheveux décoiffés, le regard vide, le gâteau tremblant dans ses mains ridées. Derrière la porte, j'entendais des rires d'enfants, mes petits-enfants, les miens. Et pourtant, je ne pouvais pas entrer. Le retour à pied m'a semblé interminable. Les pavés glissaient, mes genoux me faisaient de mal, mais la douleur la plus vive venait de plus haut, de cette partie du corps qu'on appelle le cœur. Sur le chemin, j'ai croisé mon reflet dans la vitrine d'une boutique fermée. Un manteau usé, un pas lent, un regard qui cherchait encore une raison d'espérer. Je me suis surprise à murmurer « C'est rien, elle était fatiguée, voilà tout ». Mais même ma voix manquait de conviction. Arrivée à la maison, j'ai posé les gâteaux sur la table. Ils avaient perdu leur chaleur, comme moi. La pendule marquait 16 heures. C'était exactement l'heure à laquelle, autrefois, Élodie rentrait de l'école en courant, son cartable plus grand qu'elle. Elle criait « Maman !» et je courais l'accueillir. Aujourd'hui, c'était moi qui étais restée dehors. Je me suis assise dans le silence. Mes yeux se sont posés sur les cadres photos au mur. Élodie, petite fille l'autresse de blonde, riant au bord de la mer. Sur une autre photo, elle et moi, côte à côte, le jour de sa remise de diplôme. Son sourire d'alors me semblait appartenir à une autre vie. Je me suis levée pour préparer du thé, un réflexe de toujours, mais mes mains tremblaient trop. La théière s'est renversée, éclaboussant la table. J'ai éclaté en sanglots. Pas les larmes rapides et discrètes qu'on essuie d'un revers de main, non, celles qui secouent le corps tout entier, les larmes de celles qui réalisent qu'elles ont tout donné et qu'on ne veut plus rien d'elles. Je ne comprenais pas. Où avais-je échoué? Était-ce parce que je n'avais pas su dire non? Parce que j'avais trop aidé? Ou peut-être simplement parce que j'étais devenue inutile à ses yeux? Le soir, j'ai pris mon carnet, celui où j'écrivais jadis mes recettes, et j'ai commencé une nouvelle page. En haut, j'ai écrit « Ce jour où ma fille m'a fermé la porte ». J'ai noté chaque détail, chaque mot, pas pour me plaindre, pour ne pas oublier, parce qu'un jour, peut-être, ces mots me serviraient. Le téléphone a sonné, mon cœur a bondi. Peut-être qu'elle avait réfléchi, qu'elle voulait s'excuser. Mais non, c'était la banque. Un rappel pour un virement que j'avais programmé, l'aide mensuelle que j'envoyais à Élodie pour sa maison. J'ai regardé le combiné longtemps avant de parler, puis j'ai dit doucement « Annulez le virement, s'il vous plaît ». Définitivement, la voix de l'employé m'a demandé si j'étais sûre. Oui, j'étais sûre. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis assise de nouveau, la pluie battait contre les vitres, et au milieu de ce silence, quelque chose en moi s'est fissuré, mais pas de la même manière que d'habitude. Ce n'était plus la douleur de la perte, c'était le début d'une lucidité. Je me suis parlé à voix basse, comme on parle à un fantôme. Tu as fermé ta porte, Élodie. Très bien, mais n'oublie jamais qu'un jour chaque porte se referme en retour.
Le lendemain matin, le silence dans la maison avait une densité étrange, presque physique. On aurait dit qu'il pesait sur les murs, sur les meubles, même sur l'air que je respirais. Je me suis levée tôt, incapable de trouver le sommeil. Le ciel était gris, comme si la lumière elle-même refusait d'entrer chez moi. J'ai préparé du café, une habitude qui n'avait plus vraiment de sens puisque je le buvais seul depuis des années. Sur la table, la boîte de sablé trônait encore, intacte. J'ai pensé à les jeter puis je me suis ravisée. Non, je les garderai comme on garde une trace de ce qui a été. Un symbole, ridicule peut-être, mais c'était tout ce qui me restait de cette journée. Je me suis assise dans mon fauteuil près de la fenêtre, celui qui craque toujours au même endroit, et j'ai regardé le jardin. Les feuilles mortes s'amoncelaient, le vent les faisait danser comme si elles cherchaient encore un endroit où se poser. Un peu comme moi, je me suis surprise à murmurer: c'est ça, hein, vieillir, être de trop. Mon téléphone a vibré. Pendant un instant, j'ai cru que c'était elle. Mais non, c'était un message de la mairie, un rappel de cotisation pour l'eau. Ironie du sort, même les factures semblaient plus fidèles que ma propre fille. J'ai souri tristement. Je me suis forcée à sortir, à marcher un peu. Le vent sentait la mer, cette odeur salée et froide que j'avais toujours aimée. En passant devant la boulangerie, j'ai croisé Colette, ma voisine depuis 30 ans, une femme au franc-parler, toujours coiffée d'un foulard à fleurs. Françoise, tu as mauvaise mine, ma pauvre. Tout va bien? J'ai hésité, mais son regard bienveillant m'a désarmée. Élodie m'a... Enfin, disons qu'elle ne veut plus que je vienne chez elle. Colette a haussé un sourcil. Ta fille? Celle pour qui tu t'es ruinée à payer la crèche, la voiture et même le prêt de la maison? J'ai hoché la tête. Elle dit que je dérange, que je devrais prévenir avant de venir. Colette a secoué la tête avec indignation. Ces jeunes d'aujourd'hui, ils veulent tout contrôler, même l'amour. Nous avons marché un peu ensemble. Devant la mer, elle m'a dit d'une voix plus douce: tu sais, parfois, il faut leur laisser ce qu'ils croient être la victoire, pour mieux leur montrer plus tard qu'ils ont tout perdu. Ces mots m'ont traversée comme une flèche. Je n'ai rien répondu. Mais au fond de moi, quelque chose s'est mis en mouvement. De retour à la maison, j'ai ouvert une vieille boîte métallique dans mon buffet. À l'intérieur, il y avait des lettres, des factures, des reçus de virement, tout ce que j'avais donné au fil des ans. Je les ai étalés sur la table. Les chiffres s'additionnaient impitoyables. 10 000 € pour la crèche, 8 000 pour la voiture, 12 000 pour le prêt, et encore des dizaines de petits montants, des aides temporaires jamais remboursées. En tout, presque 60 000 €. J'ai senti la colère monter, une colère froide, méthodique, presque mathématique. Ce n'était plus seulement une douleur morale, c'était une prise de conscience brutale. Pendant des années, j'avais payé pour avoir le droit d'aimer. Le téléphone a sonné. Cette fois, c'était bien elle. Maman, je voulais juste savoir si tu pouvais avancer le virement de ce mois-ci. On a eu des frais avec Thomas, le garage, tout ça. Je n'ai rien dit pendant quelques secondes. Le silence a semblé la surprendre. Maman, tu es là? Oui, Élodie, je suis là. Alors, tu peux le faire? Non, un simple mot. Calme, clair, définitif. Comment ça, non? J'ai décidé d'arrêter. Tu te débrouilleras. Mais maman, tu sais bien qu'on compte sur toi. Je sais. Et c'est justement ça le problème. Elle a raccroché sans un mot, et moi j'ai senti un mélange étrange d'émotions, la tristesse, la peur, mais aussi une sorte de soulagement. Le soir, j'ai ressorti un carnet de notes et j'ai commencé à écrire. Non plus pour pleurer, mais pour comprendre. Chaque ligne, chaque souvenir, chaque humiliation trouvait enfin sa place. C'était ma manière de remettre de l'ordre. Quand la nuit est tombée, je me suis servi un verre de vin. La première gorgée m'a brûlé la gorge, mais elle m'a aussi réchauffée. J'ai allumé une petite lampe. Et dans ce halo jaune, j'ai senti que quelque chose en moi venait de changer. Ce n'était pas encore de la vengeance, non, c'était le début de la lucidité, cette forme de clarté qu'on atteint quand on a tout perdu. Je me suis dit, elle a fermé sa porte. Très bien, moi je vais apprendre à ouvrir les miennes. Le lendemain, le jour s'est levé lentement, comme s'il hésitait à venir frapper à mes fenêtres. Le vent avait cessé, mais le ciel restait d'un gris épais, presque métallique. J'ai passé ma main sur la table encore encombrée des papiers de la veille. Les chiffres, les factures, les reçus, tous me renvoyaient le même message. J'avais payé pour être invisible. Je me suis habillée sans conviction, un pull trop grand, un vieux pantalon de laine, puis je me suis assise encore et encore devant ces papiers.
Il semblait me juger, ces morceaux de papier. Il me rappelait tout ce que j'avais fait pour Élodie, et surtout tout ce que j'avais perdu. Je me suis demandé quand est-ce que tout a basculé, quand ma fille avait cessé de me voir comme une mère pour ne me considérer que comme une source, peut-être le jour où j'ai commencé à dire oui à tout. Oui pour l'aider à s'installer, oui pour lui prêter de l'argent, oui pour garder les enfants, oui pour excuser l'impardonnable. Je me suis levée et ouvert la vieille armoire du couloir. Sur l'étagère du haut, une boîte en fer, cabossée, que je n'avais pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, des photos, des dizaines. Élodie, 6 ans, avec ses couettes et ses joues roses. Élodie adolescente, fâchée contre le monde, mais toujours collée à moi. Élodie le jour de son mariage, dans cette robe ivoire que j'avais payée en plusieurs mensualités. Je me souvenais encore du moment où elle m'avait embrassée avant d'entrer à la mairie. Elle avait murmuré « Je ne t'oublierai jamais, maman ». Je me suis assise sur le sol, les photos éparpillées autour de moi, comme un champ de ruines sentimentales. Puis je suis tombée sur une lettre d'elle. Élodie avait 15 ans. Elle me remerciait pour tout ce que je faisais, pour être la meilleure maman du monde. J'ai relu ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous, noyés dans mes larmes. Comment une fille qui écrivait ça avait-elle pu devenir celle qui m'avait fermé sa porte? Le téléphone a encore sonné. Pas elle, cette fois. Une voix grave, polie. Madame Lefebvre? Ici Maître Durand, votre notaire. Pourrions-nous nous voir cette semaine? Votre fille et votre gendre m'ont contacté concernant votre succession. J'ai cru mal entendre. Ma succession? Mais je ne suis pas morte, que je sache. Bien sûr, madame, mais ils aimeraient préparer les choses, comme ils disent, pour éviter des malentendus futurs. J'ai eu un rire amer, préparer les choses, comme on prépare un héritage avant même que le cœur ait fini de battre. Très bien, maître Durand, passons demain, si vous voulez bien. J'ai raccroché. Pendant un long moment, je suis restée immobile. Puis, lentement, j'ai compris. Il ne voulait plus seulement mon argent, il voulait déjà ce qui restait après moi. Le soir, j'ai noté dans mon carnet « Aujourd'hui, j'ai cessé d'être une mère, je suis devenue un patrimoine ». Cette phrase m'a fait froid dans le dos. Parce que c'était vrai, j'ai voulu marcher pour me changer les idées. Le village était calme, les volets fermés, les rues vides. Je suis passée devant la maison de Colette, la lumière filtrée par la fenêtre. J'ai hésité, puis j'ai frappé. Elle m'a ouvert avec son éternel sourire. Entre, ma belle, j'ai du café chaud. Je lui ai tout raconté. La porte, les mots, le notaire. Elle m'écoutait sans m'interrompre, ses mains posées sur sa tasse. Quand j'ai eu fini, elle a soupiré longuement. Tu sais, ma vieille, les enfants, c'est comme les plantes. On les arrose, on les nourrit, et parfois, un jour, ils t'étouffent. Je n'ai rien répondu. Son image m'a frappée en plein cœur. Oui, Élodie, ma belle plante, celle que j'avais tant protégée, m'étouffait désormais de son mépris. En rentrant, j'ai pris un bain chaud. L'eau m'a apaisée un instant, mais mes pensées ne me laissaient pas en paix. Demain, j'irai voir le notaire, et je saurai enfin jusqu'où ma fille en a été prête à aller. Avant de me coucher, j'ai écrit encore une phrase dans mon carnet. Demain, ils parleront de mon héritage, mais ils oublieront que je suis encore vivante. J'ai soufflé sur la flamme de la bougie. La chambre s'est plongée dans le noir. Et dans ce noir, une promesse silencieuse est née. Je ne me laisserai plus faire. Le lendemain matin, j'étais debout avant le lever du jour. J'avais à peine dormi, hantée par la voix du notaire résonnant dans ma tête. Votre fille et votre gendre m'ont contacté. Chaque mot sonnait comme une trahison. J'ai enfilé mon manteau, brossé mes cheveux et j'ai pris le bus pour le centre-ville. La pluie tombait fine et froide, collant aux vitres comme une brume épaisse. Dans le reflet, je voyais mon visage pâle, fatigué mais résolu. Le cabinet du notaire se trouvait dans un immeuble ancien, aux murs couverts de dossiers et d'odeurs de papier vieilli. Une secrétaire m'a accueillie avec un sourire mécanique. « Bonjour, Madame Lefebvre, Maître Durand vous attend. » Elle m'a fait signe d'entrer. Il était là, derrière un large bureau en chêne, ses lunettes posées sur le nez, l'air à la fois gêné et embarrassé. « Madame Lefebvre, asseyez-vous, je vous en prie. »« Allons droit au but, maître. Pourquoi ma fille veut-elle discuter de ma succession ?» Il a pris une inspiration prudente. « Votre fille et son mari ont exprimé le souhait de sécuriser votre patrimoine familial.
Il parle de simplifier les démarches, d'éviter les formalités au moment venu. Je l'ai interrompu. Au moment venu? Vous voulez dire à ma mort? Disons, à terme. Oui, il a ouvert un dossier et m'a tendu des documents. Il propose que vous signiez une délégation de gestion. Cela permettrait à votre fille d'avoir une visibilité sur vos biens, vos comptes, pour, disons, anticiper l'avenir. J'ai fixé les papiers devant moi, les lignes dansaient sous mes yeux. Je distinguais des mots comme procuration, transfert partiel, gestion anticipée. C'était clair, il voulait le contrôle. Et si je refuse? Le notaire a levé les yeux, un peu mal à l'aise. Eh bien, vous êtes libre de refuser, évidemment, mais je crois comprendre que votre fille espère votre confiance. Ma confiance. Ces mots m'ont traversée comme une lame. La même fille qui m'avait interdit d'entrer chez elle voulait aujourd'hui gérer ma vie, mon argent, ma maison. Je me suis levée calmement. Merci, maître. Ah, je vais réfléchir. Prenez votre temps, Madame Lefèvre, mais je me permets un conseil. Ne laissez pas les émotions diriger vos décisions. Je lui adressé un sourire glacé. Les émotions, c'est tout ce qui me reste, maître. Sans elles, je ne serais déjà plus là. En sortant, la pluie avait cessé. L'air sentait le sel, la mer n'était pas loin. Je me suis arrêtée devant une vitrine et j'ai observé les reflets. Une femme droite, ridée, mais encore debout. Je n'étais plus seulement une mère blessée. J'étais une femme qu'on tentait d'effacer et qui allait répondre. Sur le chemin du retour, j'ai appelé Colette. Devine ce qu'ils ont osé faire? Elle habiste à écouter sans m'interrompre, sa voix tremblante à la fin. Ils veulent tout, hein? Jusqu'à ta signature. Oui, et je crois qu'ils n'auront rien. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai allumé la lampe du salon. Les papiers du notaire étaient encore dans mon sac. Je les ai sortis, lus, relus, puis j'ai pris un stylo. Sur la première page, juste au-dessus de la ligne prévue pour ma signature, j'ai écrit en grandes lettres Non. Le soir, Élodie m'a appelée. Maman? Maître Durand m'a dit que tu étais passée. Alors, tu as signé? Non, un silence. Puis une irritation dans sa voix. Pourquoi? C'est juste pour t'aider, tu sais. Je n'ai pas besoin d'aide. Mais tu vieillis, maman, il faut penser à plus tard. Justement, j'y pense, et j'ai décidé de m'en occuper moi-même. Elle a soupiré, un soupir qui n'avait plus rien de filial, un soupir d'impatience. Tu deviens têtue, maman. Non, ma chérie, je redeviens lucide. Elle a raccroché sans un mot. Je suis restée un moment à regarder le téléphone. Puis j'ai ri. Un rire bref, nerveux, mais sincère. C'était la première fois depuis des semaines que je sentais en moi une forme de force, une solidité que je croyais perdue. Je suis allée jusqu'à la fenêtre. Dehors, les lumières du village s'allumaient une à une. J'ai murmuré: Tu veux préparer ma succession, Élodie? Parfait, moi aussi je vais la préparer, mais à ma manière. J'ai refermé les rideaux, pris mon carnet et écrit une phrase simple, droite, sans trembler. Le jour où elle a voulu prendre ma vie, j'ai décidé de reprendre ma dignité. La nuit avait été longue, trop longue. Je m'étais endormie tard, le carnet encore ouvert sur mes genoux. Les phrases que j'y avais écrites semblaient pour me fixer du regard, reprendre ma dignité. C'était devenu un serment, une promesse que je me répétais en silence à chaque battement de mon cœur. Au petit matin, la lumière filtrait à travers les rideaux. J'ai préparé mon café comme d'habitude, mais cette fois sans tremblement. Mes gestes étaient précis, lents, presque solennels. Je savais ce que j'avais à faire. Je me suis rendue chez maître Durand sans prévenir. Il n'avait sans doute pas l'habitude de voir des vieilles femmes entrer avec un regard aussi décidé. Madame Lefèvre, je ne m'attendais pas à vous revoir si vite. J'ai réfléchi, maître, et j'ai pris ma décision. Il a ajusté ses lunettes, intrigué. Ah, je vous écoute. Je veux refaire mon testament, tout de suite. Ses sourcils se sont levés. Votre fille et votre gendre? Justement, je veux les retirer. Il a marqué une pause comme pour mesurer mes mots. Vous savez que c'est un choix important? Vous êtes certaine? Absolument. Je crois qu'il a compris alors que rien ne me ferait changer d'avis. Il a sorti un dossier, pris une feuille vierge. Bien, alors dictez-moi ce que vous souhaitez. Je me suis assise, droite, les mains jointes sur mes genoux. Je veux que ma maison revienne à une association locale, celle qui aide les femmes âgées isolées. Elles en ont besoin plus que ma fille.
Mon compte épargne, je veux qu'il serve à financer des bourses pour des jeunes filles de la région, et mes bijoux, qu'ils soient vendus, les fonds reversés à la fondation de l'hôpital. Il m'écoutait en silence, sans m'interrompre. À la fin, il a relevé les yeux. Et pour votre fille? Vous souhaitez lui laisser quelque chose? Oui, ai-je répondu après un court silence. Une lettre, une seule. Je crois qu'il a compris ce que cela signifiait. Pendant qu'il rédigeait, je regardais par la fenêtre. Les gouttes de pluie traçaient des lignes fines sur la vitre, comme si le ciel écrivait à sa manière mon histoire. Quand tout fut prêt, il posa les papiers devant moi. Vous n'avez plus qu'à signer ici. J'ai pris le stylo, ma main ferme, et j'ai apposé ma signature. Ce simple geste m'a fait un effet étrange, un mélange de tristesse et de libération, comme si je venais de clore un chapitre d'un long livre. Vous savez, maître Durand, ai-je dit doucement, ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'ordre. Je remets les choses à leur place. Et parfois, répondit-il avec un sourire discret, remettre de l'ordre, c'est la forme la plus élégante de vengeance. Je suis sortie du cabinet le cœur plus léger. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de respirer à nouveau. Sur le chemin du retour, j'ai acheté un bouquet de fleurs. Des pivoines, mes préférées. Pas pour quelqu'un d'autre, non. Pour moi, pour célébrer ce moment où j'avais cessé d'être la victime. Quand je suis rentrée, le téléphone sonnait déjà. Je n'ai pas eu besoin de regarder l'écran pour savoir qui c'était. Maman, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? Maître Durand m'a dit que tu étais venue. Oui. Et que tu avais changé ton testament? Oui. Tu es devenue folle? Non, Élodie. Je suis redevenue lucide. Un silence. Puis sa voix, plus dure. Tu ne peux pas faire ça? Tu n'as pas le droit? Bien sûr que si, c'est ma vie, ma maison, mon argent. Tu as voulu t'en occuper à ma place, alors je t'en ai soulagée. J'ai entendu un rire nerveux, amer, puis un claquement sec. Elle avait raccroché. Je suis restée un moment à fixer le combiné. Puis j'ai souri. Pas un sourire de joie, non, un sourire de paix. Le genre qu'on affiche quand on comprend enfin qu'on ne doit plus rien à personne. Le soir, j'ai allumé une bougie. La flamme vacillait doucement, projetant des ombres sur les murs. J'ai ouvert mon carnet, écrit Aujourd'hui, j'ai repris possession de ma vie. Elle voulait mon héritage. Moi, je lui laisse la mémoire de ses choix. Puis j'ai ajouté, juste en dessous, demain, elle apprendra ce que signifie vraiment être déshéritée. Perdre une mère avant qu'elle soit morte. Le lendemain, la pluie avait cessé, mais le ciel demeurait bas, chargé d'une lumière blanche et terne. J'ai ouvert les volets et laissé l'air froid envahir la pièce. Un frisson m'a parcouru, pas seulement à cause du vent, mais de cette étrange sensation de calme intérieur. Tout était silencieux. Trop silencieux peut-être, mais c'était un silence que j'avais choisi. Sur la table, le bouquet de pivoine commençait à s'ouvrir. Les pétales rosissaient, doux et légers, contrastant avec la dureté de la veille. Je les ai effleurés du bout des doigts. C'était beau, fragile et éphémère, comme tout ce qui vaut la peine d'exister. Le téléphone a sonné. Je l'ai laissé sonner une fois, deux fois. À la troisième, j'ai décroché. Maman, il faut qu'on parle. Sa voix, froide, tendue. Je t'écoute, Élodie. Tu crois vraiment que c'est normal ce que tu fais? Que c'est logique de donner ta maison à des inconnus plutôt qu'à ta propre fille? Tu n'es plus une enfant, Élodie. Tu n'as pas besoin de moi, tu l'as assez prouvé. Ce n'est pas la question. Ce que tu fais, c'est injuste. Ce qui est injuste, ma fille, c'est d'interdire à sa mère d'entrer dans la maison qu'elle a contribué à acheter. Un silence brutal a suivi. On n'entendait plus que nos respirations, lointaines et coupantes. Tu dramatises, maman, finit-elle par dire. Tu prends tout trop à cœur. C'est vrai, ai-je murmuré. Le cœur, c'est tout ce qu'il me reste. Elle a voulu répondre, mais je l'ai devancée. Écoute, Élodie, je n'ai pas changé mon testament pour te punir. Je l'ai changé parce que j'ai enfin compris. L'amour sans respect n'est qu'une habitude, et je ne veux plus être ton habitude. Je l'ai entendu soupirer, puis sa voix s'est faite plus sèche, tranchante. Tu te rends compte du scandale que ça va faire? Tout le monde va savoir que tu as déshérité ta propre fille. Tu veux passer pour quoi? Pour une femme libre? Elle est restée muette, puis, d'une voix chargée de rancune, tu vas le regretter, et elle a raccroché. Je suis restée un long moment, le combiné encore dans la main, sans bouger, puis j'ai éclaté de rire, un rire nerveux, mais vrai. C'était peut-être la première fois depuis longtemps que j'entendais le son de ma propre liberté.
En début d'après-midi, Colette est passée, un panier de pommes à la main. Tiens, ma belle, je t'ai apporté de quoi faire une tarte. Tu as une tête à avoir besoin de sucre. Tu tombes juste, ai-je répondu en riant. Je lui ai raconté la conversation. Elle m'a écouté sans m'interrompre, les yeux mi-clos comme une sage. Tu sais, Françoise, ce que tu viens de faire, c'est plus qu'un acte légal. C'est un acte d'amour. Pour toi, pour la dignité qu'elle t'a volée. Je ne voulais pas en arriver là. Personne ne veut, mais parfois c'est la seule manière pour que l'autre entende. Ces mots m'ont apaisée. Nous avons préparé la tarte ensemble, comme deux gamines. Le simple fait d'éplucher des pommes, de sentir l'odeur du sucre fondre sur le feu, m'a rappelé qu'il y avait encore de la douceur quelque part. Le soir, alors que Colette était repartie, j'ai ouvert ma fenêtre. Dehors, la mer était calme, lointaine. Une brume légère recouvrait le village. Je me suis sentie étrangement légère, presque fière. Mais au fond, quelque chose me troublait encore. Une petite voix murmurait: Et si elle revenait? Et si, au fond, elle regrettait? Je me suis surprise à espérer, comme une idiote. J'ai refermé la fenêtre, doucement, et me suis dit: Non, Françoise, pas cette fois. On ne tend plus la main à ceux qui la mordent. Avant de me coucher, j'ai ouvert mon carnet. J'ai écrit: Aujourd'hui, j'ai dit non à la peur. C'est étrange, comme le mot liberté peut sonner silencieux, mais peser aussi lourd. J'ai soufflé sur la bougie et dans l'obscurité, une pensée m'a traversée. La prochaine fois qu'Élodie frapperait à ma porte, ce serait trop tard. Le lendemain, un soleil timide perçait enfin à travers les nuages. Une lumière pâle, mais réelle. J'ai ouvert les volets, laissé la clarté inonder la pièce, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu envie de préparer un vrai petit déjeuner. Pas par habitude, mais par choix. Le silence de la maison ne me pesait plus. Il avait changé de texture, comme si désormais il m'appartenait. Il n'était plus vide, il était apaisant. Je me suis installée près de la fenêtre, mon café fumant entre les mains. Le monde semblait continuer sans moi, les passants, les voitures, les enfants qui riaient en allant à l'école. Et moi je restais là, immobile, observant tout cela avec une étrange paix. Puis, sans prévenir, le téléphone a vibré. Ce n'était pas Élodie cette fois, c'était un numéro inconnu. Madame Lefebvre? Ici, maître Durand. Je voulais simplement vous informer que votre fils est passé à mon cabinet ce matin. Je me suis raidie. Ah oui, et que voulait-elle? Disons qu'elle était contrariée. Elle m'a accusée d'avoir profité de votre faiblesse, d'avoir mal expliqué les conséquences de votre testament. Ma faiblesse? Ai-je répété, un sourire amer aux lèvres. Je l'ai rassurée, moi évidemment, mais je préfère vous prévenir, elle semble prête à contester votre décision. J'ai fermé les yeux un instant. Je m'y attendais. Quel essai, maître? Ce testament n'est pas une vengeance, c'est une vérité. Et les vérités, on ne les conteste pas, on les affronte. Il a soupiré, un soupir d'admiration contenue. Vous savez, Madame Lefebvre, je crois que je n'ai jamais vu une femme affronter sa famille avec autant de calme. Le calme, maître, c'est ce qui reste quand on n'a plus rien à perdre. J'ai raccroché. Et curieusement, je n'ai pas ressenti de peur, plutôt une clarté nouvelle, comme si chaque mot prononcé, chaque décision, avait nettoyé quelque chose de lourd en moi. Dans l'après-midi, Colette est revenue. Encore, elle apportait une vieille boîte de biscuits et 2 tasses de café. Alors, ma lionne, on me dit que ta fille rugit au tribunal. Elle essaie, oui. Et toi? Moi, je la laisse rugir. Les bêtes blessées font toujours du bruit avant de comprendre qu'elles sont seules. Colette a éclaté de rire. Son rire rauque de vieille femme. Parfois, j'oublie que t'as été prof d'histoire. Tu parles comme une reine déchue. Un peut-être, ai-je répondu en souriant. Mais les reines déchues ont au moins le mérite de choisir la manière dont elles tombent. Nous avons parlé longtemps, de tout et de rien. Puis, avant de partir, elle m'a dit: Tu sais, Françoise, fais attention. Ces gens-là, quand ils perdent le contrôle, ils deviennent dangereux. Elle n'a plus rien à m'enlever, Colette. Et c'est justement ça le danger pour elle. Quand elle est partie, la maison a retrouvé son silence. Mais ce soir-là, il n'était plus paisible. Il y avait une tension dans l'air comme un pressentiment. À 19 heures, quelqu'un a frappé à la porte. 3 coups secs, pas hésitant, pas poli, déterminé. Mon cœur a bondi. J'ai ouvert. Élodie. Elle se tenait là, trempée, les cheveux collés à son visage, les yeux flamboyants. Maman, on doit parler.
Tout de suite, je me suis écartée. Entre, elle est passée devant moi, nerveuse, jetant un regard sur chaque meuble, chaque objet, comme si elle les voyait pour la première fois. Qu'est-ce que tu es en train de faire, maman? Tu veux vraiment me ruiner? Je ne veux ruiner personne, Élodie. Je veux seulement que tu me laisses vivre. Vivre? Tu appelles ça vivre? Seule? Dans cette maison qui tombe en ruine? Oui, parce qu'ici, au moins, personne ne me ferme la porte. Elle a serré les poings, son visage se tordant entre la colère et la honte. Tu veux quoi? Me punir? Me faire culpabiliser? Non, je veux que tu comprennes. Je me suis approchée d'elle, lentement, sans ciller. Tu m'as interdit d'entrer chez toi, Élodie. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit que je dérangeais. Ce jour-là, tu n'as pas seulement fermé une porte, tu as fermé un lien. Elle a baissé les yeux. Ses lèvres ont tremblé. Ce n'était pas contre toi. Si, ma fille, c'était exactement contre moi. Le silence s'est installé, lourd, presque insupportable. Puis elle a soufflé. Tu me hais? Non, je te plains. Ses yeux se sont écarquillés, pleins de rage et de douleur. Elle a voulu répondre, mais aucun mot n'est sorti. Elle a pris son sac, pivoté vers la porte, et avant de partir, elle a murmuré d'une voix brisée. Tu vas finir seule, maman. La porte a claqué. Je suis restée là, debout, au milieu du salon, le cœur battant fort. Puis, lentement, j'ai souri. Finir seule? Non, je venais de commencer à exister. La nuit qui suivit sa visite fut longue, presque irréelle. Le vent s'était levé, soufflant fort contre les vitres, et à chaque bourrasque, on aurait dit qu'il murmurait mon nom. J'éveillais tard, incapable de dormir. Son visage restait gravé dans mon esprit, ce mélange de colère et de peur, cette petite fille blessée qu'elle n'était plus. J'aurais voulu ne plus l'aimer, mais on ne guérit jamais de son propre sang. Au matin, un silence étrange planait sur la maison. J'ai allumé la radio, mais même la musique me paraissait étrangère. J'ai éteint. Je n'avais plus besoin de bruit. J'avais besoin de sens. Je me suis installée à ma table, carnet ouvert, plume en main. Les mots sont venus d'eux-mêmes. Il y a des enfants qui grandissent en oubliant d'où vient la lumière. Et quand on la leur retire, ils crient à l'injustice. J'ai refermé le carnet, puis j'ai pris une décision. Il était temps de préparer la suite, le vrai héritage, celui qui ne se pèse pas en euros, mais en leçons. Je suis allée au grenier. Cela faisait des années que je n'y étais pas montée. L'odeur de poussière et de bois m'a accueillie comme une vieille amie. J'y ai trouvé des boîtes pleines de souvenirs, des lettres, des jouets d'Élodie, des photos de mes parents. En fouillant, j'ai mis la main sur une vieille enveloppe jaunie, adressée de la main de mon défunt mari Alain. Je l'avais presque oubliée. Elle datait de l'époque où il m'avait quittée. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, une lettre courte. Si un jour tu lis ces mots, c'est que la vie nous aura séparés. Mais souviens-toi, Françoise, ne laisse jamais ton amour t'aveugler au point de te perdre. L'amour, c'est donner, mais c'est aussi savoir retirer ce qu'on t'arrache. Je suis restée figée un long moment, la lettre entre les doigts. Ces mots, écrits il y a plus de 30 ans, résonnaient comme une prophétie. J'ai rangé la lettre dans mon carnet, puis j'ai écrit « Encore, ce soir, je commencerai ma lettre, celle qu'elle lira trop tard. » Dans l'après-midi, je suis allée voir maître Durand. Il m'a reçue avec un sourire étonné. Encore vous, madame Lefèvre? Vous êtes devenue mon dossier préféré. Il faut que je complète mon testament. Il manque quelque chose. Ah, et que souhaitez-vous ajouter? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Une lettre, officielle, qu'elle recevra après ma mort. Une lettre qu'elle ne pourra pas contester. Il a hoché la tête lentement. Très bien, voulez-vous la rédiger ici? Non, chez moi. Elle doit venir du cœur, pas du code civil. Sur le chemin du retour, le vent avait faibli. J'ai marché lentement, observant les gens passer sans me voir. Ce monde allait si vite, trop vite. Personne ne regardait plus personne. Et moi, j'allais laisser quelque chose qui forcerait à regarder. Une fois rentrée, j'ai préparé du thé, puis j'ai pris une feuille blanche. J'ai commencé à écrire « Ma chère Élodie, je ne sais pas si tu pleureras en lisant ces lignes, ni même si tu les liras jusqu'au bout. Peut-être seras-tu trop en colère ou trop fière, peu importe. Cette lettre n'est pas une punition, c'est une clé. » Les mots coulaient, précis, douloureux. J'y ai mis tout ce que j'avais eu pendant des années, la solitude, la fatigue, la honte de vieillir, la douleur d'être mise de côté.
Puis, doucement, j'ai ajouté ce que je voulais vraiment qu'elle retienne. Je t'ai tout donné, Élodie. Mon temps, ma jeunesse, mes économies, mon amour. Tu as voulu tout prendre. Alors je t'ai tout laissé sauf une chose, ma paix. Et ma paix, tu ne la toucheras plus. Je me suis arrêtée. J'ai relu la page. Puis j'ai continué. Tu m'as interdit d'entrer chez toi. C'était ton choix. Je t'interdis maintenant d'entrer dans ma succession. C'est le mien. Ainsi nous serons quittes. Et peut-être un jour comprendras-tu que la vraie pauvreté n'est pas de manquer d'argent, mais de manquer d'amour. Quand j'ai posé mon stylo, la nuit était tombée. Le silence autour de moi n'était plus vide. Il était plein de mots, de sens, de paix. Je me suis servi un verre de vin, seul, face à la bougie, et j'ai souri, pas d'amertume cette fois, juste une fierté tranquille. Demain, j'irai déposer cette lettre chez Maître Durand. Et alors, tout serait prêt. Le lendemain matin, le ciel s'était teinté d'un bleu clair presque insolent, comme si le monde avait décidé de briller juste pour me rappeler que tout continuait, avec ou sans moi. J'ai ouvert les volets, respiré profondément, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, la paix. Pas le calme forcé de la résignation, non, une paix solide, née de la certitude d'avoir repris le contrôle. Sur la table, la lettre pour Élodie reposait, soigneusement pliée dans une enveloppe crème. J'y avais écrit son prénom d'une écriture lente, droite, presque cérémonielle. Il y avait quelque chose de solennel dans ce geste, comme si, en traçant ces lettres, je fermais définitivement un chapitre de ma vie. Je suis sortie à pied, la lettre dans mon sac, direction le cabinet de Maître Durand. Le vent était doux, les rues encore calmes. En passant devant la boulangère m'a saluée. Bonjour, Madame Lefèvre, on ne vous voit plus trop ces temps-ci. J'ai souri, je prends juste le temps de remettre de l'ordre dans ma vie. Elle a ri sans comprendre. Le notaire m'a reçu aussitôt. Ah, Madame Lefèvre, vous avez apporté la lettre? Je l'ai sortie de mon sac et posée sur son bureau. Oui, elle contient tout ce que je n'ai jamais dit à ma fille. Il l'a observée un instant, respectueusement, puis a hoché la tête. Je vais la conserver dans votre dossier. Elle sera remise à mademoiselle Élodie Lefèvre au moment venu. Vous êtes-en certaine? Plus que jamais. Je suis restée un moment silencieuse, puis j'ai ajouté: J'aimerais aussi que vous ajoutiez une clause à mon testament. Rien d'important, juste un détail. Lequel? Que ma fille ne puisse hériter que d'une seule chose, mes carnets, tous mes carnets, pas pour leur valeur, mais pour leur vérité. Il a noté en silence, puis m'a regardé avec un air de respect mêlé d'émotion. Vous savez, Madame Lefèvre, j'ai rédigé des centaines de testaments, mais rarement avec autant de dignité. Vous ne transmettez pas seulement un héritage, vous transmettez une leçon. Tant mieux, maître, les leçons, c'est ce que j'ai toujours su donner, même quand on ne voulait plus les écouter. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti un étrange mélange de tristesse et de fierté. Tristesse d'avoir dû en arriver là, fierté d'avoir eu la force de le faire. Le vent caressait mon visage et j'ai murmuré: Tu vois, Élodie, je t'ai appris à lire. Aujourd'hui, je t'apprends à comprendre. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un mot glissé sous ma porte. Écriture nerveuse, reconnaissable entre mille. C'était elle. Maman, je sais que tu veux me faire mal, mais je t'en supplie, arrête. On peut encore arranger les choses. Appelle-moi. Je suis restée figée, mon cœur a battu plus fort. Je me suis assise, le papier dans les mains. Elle suppliait. Était-ce sincère ou seulement la peur de perdre l'argent? J'ai hésité. Une partie de moi voulait répondre, entendre sa voix, croire qu'il restait quelque chose à sauver. Mais une autre, celle qui venait tout juste de renaître, refusait d'être dupe. J'ai plié la lettre en deux, calmement, et je l'ai glissée dans mon carnet. Pas pour l'oublier, non, pour m'en souvenir, pour me rappeler qu'elle avait eu toutes les chances de revenir autrement. Le soir, j'ai pris mon carnet et j'ai écrit: Le pardon ne s'offre pas à ceux qui frappent, mais à ceux qui attendent sur le seuil. Elle n'a pas attendu, elle a ordonné, et moi, j'ai fermé la porte. Puis j'ai ajouté en dessous: Ce soir, je ne suis plus une mère qui pleure, je suis une femme qui choisit. Je me suis servi un thé, j'ai allumé une bougie, et j'ai laissé la lumière tremblante danser sur les murs. Tout semblait immobile, suspendu. J'ai regardé autour de moi, ma maison, mes livres, mes souvenirs, tout ce qui avait été pris pour acquis, tout ce qu'elle voulait m'arracher, et j'ai compris que non,
Elle n'avait jamais su ce que c'était que la richesse. Parce que la vraie richesse, c'est ça, être en paix avec ce qu'on garde, pas avec ce qu'on perd. Le matin suivant, un rayon de soleil a traversé la fenêtre, coupant la poussière de lumière. J'ai ouvert les yeux avant même que la pendule ne sonne. Ce jour-là, quelque chose dans l'air me semblait différent, plus léger, plus clair. Je me suis levée, préparée, sans hâte. J'avais un but précis, ranger la maison comme on range son âme. Chaque objet avait une histoire. Le vase bleu, offert par Alain lors de notre premier anniversaire. La nappe brodée de ma mère, les dessins d'Élodie collés encore sur la porte du frigo. Tout était chargé de souvenirs, mais aucun ne me faisait mal désormais. Il ne me possédait là plus. Il m'accompagnait. J'ai ouvert une vieille armoire. Au fond, j'ai trouvé une boîte que j'avais oubliée depuis des années. Dedans, un petit carnet d'enfant à la couverture rose, décoré de fleurs délavées. C'était celui d'Élodie. Elle devait avoir 10 ans quand elle y écrivait. Je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai commencé à le feuilleter. Quand je serai grande, je veux que maman vive avec moi. Je veux m'occuper d'elle, lui faire des gâteaux et des câlins. J'ai senti mes yeux me brûler. Ce n'était pas la colère qui revenait, c'était le deuil d'une promesse que le temps avait effacée. Je n'ai pas refermé le carnet. Je l'ai posé sur la table, bien en vue, parce qu'il racontait mieux que n'importe quelle lettre ce que j'avais perdu. Et ce que j'avais retrouvé, ma lucidité. Vers midi, le téléphone a sonné. C'était maître Durand encore une fois. Madame Lefebvre, pardonnez-moi de vous déranger. Votre fille m'a recontacté ce matin. Je m'en doutais. Elle veut vous voir. Elle dit qu'elle regrette, qu'elle souhaite parler. Elle veut surtout négocier, maître. Peut-être, mais si je puis me permettre, parfois, écouter n'est pas céder. Vous avez raison. Alors dites-lui que je l'attends. Ici, une dernière fois. J'ai raccroché, le cœur calme. Pas de peur, pas de haine. Seulement la conscience que cette rencontre serait la dernière pierre de mon édifice. La journée a passé lentement. Le tic-tac de l'horloge semblait rythmer mon souffle. Je préparais du café, non pas pour moi, mais pour elle. Il y avait dans ce geste une ironie douce. L'hospitalité, même envers l'ingratitude. À 17 heures, on a frappé. 3 coups, hésitant cette fois. J'ai ouvert. Élodie se tenait là, vêtue d'un manteau beige, les traits tirés. Elle semblait plus vieille, ou peut-être simplement fatiguée. Ses yeux avaient-ils perdu cette arrogance que j'y voyais toujours. Bonjour, maman. Entre, ma fille. Elle a fait quelques pas dans le salon, regardant autour d'elle comme si elle découvrait ma maison pour la première fois. Je vois que tu n'as rien changé. J'aime ce qui dure. Un silence, puis elle a parlé. J'ai été injuste, maman, je le sais. Je ne voulais pas que ça devienne tout ça. Tout ça? Tu veux dire ce gouffre entre nous? Elle a baissé les yeux. Thomas m'a quittée. Il a dit que j'étais devenue insupportable. Je n'ai rien répondu. J'ai compris des choses, continua-t-elle. Quand tu as fermé ta porte, j'ai compris ce que j'avais fait. Non, Élodie, ce n'est pas ma porte que tu as fermée. C'est ton cœur. Ses yeux se sont embués. Je ne veux pas ton argent, maman. Je veux juste te revoir, te parler. J'ai pris une longue inspiration. Alors parlons. Mais cette fois, sans mensonge. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai peur. Peur d'être seule. Tu confonds la peur de la solitude et le regret, ma fille. On peut regretter sans aimer et aimer sans oser revenir. Elle a secoué la tête, en larmes. Tu m'en veux encore? Non, mais je ne te dois plus rien. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu vois, Élodie, le pardon n'est pas un droit, c'est un cadeau, et je n'en offre plus à ceux qui les jettent. Elle a hoché la tête, lentement, puis a murmuré. Alors, c'est fini? Non, c'est juste la vérité. Je lui ai tendu le petit carnet rose. Garde-le, tu te souviens de ce que tu écrivais dedans? Elle a pris le carnet, ses doigts tremblaient. Quand je serai grande, je veux que maman vive avec moi. Sa voix s'est brisée. Elle a fermé le carnet, les yeux pleins de larmes. Je me suis levée, j'ai posé une main sur son épaule. Tu es devenue grande, Kélodie, mais tu as oublié la promesse. Elle n'a rien répondu. Elle était restée là quelques secondes, figée dans le silence, puis elle a murmuré. Adieu, maman. Non, ma fille, pas adieu. Simplement, au revoir. Elle était partie sans se retourner. Quand la porte s'est refermée, j'ai senti un calme absolu m'envahir. Pas le vide, la paix.
Je me suis assise dans le fauteuil, j'ai repris mon carnet et j'ai écrit: «Aujourd'hui, elle a franchi ma porte une dernière fois. Cette fois, c'est moi qui ai refermé, pas par colère, mais pour garder ma paix à l'intérieur». Le lendemain, la maison semblait différente, plus grande, plus claire, presque vivante, comme si chaque objet, chaque mur, chaque meuble avait respiré en même temps que moi. J'avais passé la nuit à repenser à cette visite, à son visage, à sa voix, à ce moment précis où elle avait prononcé «Adieu, maman». Ces mots résonnaient encore, mais ils ne faisaient plus mal. Je n'avais plus besoin de réponse. J'avais compris que certaines histoires ne se répartent pas. Elles se terminent, et c'était bien ainsi. Je me suis préparé un café lentement. Le bruit familier de la cafetière emplissait la pièce. J'ai regardé la vapeur s'élever comme un signe fragile de vie. Dans le silence, j'ai murmuré: «C'est fini, Françoise, vraiment fini». En rangeant la table, mon regard est tombé sur le carnet rose qu'elle avait laissé. Elle était partie sans le reprendre. Était-ce un oubli ou un geste volontaire? Je ne savais pas. Mais j'ai pris ça comme un symbole. Elle laissait derrière elle ce qu'elle ne savait plus honorer, son enfance, sa promesse et notre lien. Je l'ai rangé dans un tiroir doucement, puis je suis sortie. Le vent portait encore un peu de sel de la mer et le village était calme. J'ai marché jusqu'au cimetière, un petit lieu paisible entouré de pierres anciennes. Là reposaient mes parents et Alain, mon mari. J'ai déposé un bouquet de pivoine sur leur tombe, les mêmes fleurs qui ornaient ma table. Vous aviez raison, ai-je dit en souriant. Il ne faut jamais donner plus qu'on ne peut récupérer. Je suis restée un moment à écouter le vent dans les arbres, puis j'ai repris le chemin du retour. En rentrant, le téléphone sonnait. Madame Lefebvre? Ici, maître Durand? Oui, maître. Je tenais à vous informer que votre testament a été officiellement validé et enregistré. Tout est en ordre. Parfait, merci. Et votre fille a ses revenus me voir hier après votre rencontre. Je n'ai pas répondu. Elle m'a dit qu'elle comprenait votre décision, qu'elle l'acceptait. Elle a dit ça? Oui, et elle m'a demandé si elle pouvait vous écrire. J'ai eu un sourire discret. Qu'elle écrive si elle en a besoin, mais je ne promets pas de lire. J'ai raccroché. Le reste de la journée s'est écoulé paisiblement. J'ai cuisiné, j'ai lu, j'ai même chantonné en préparant le dîner. Des gestes simples, oubliés depuis longtemps. Vers la fin de l'après-midi, j'ai ouvert mes volets et j'ai vu Colette sur le trottoir. Elle m'a fait signe avec sa main ridée. Alors, ma reine, le royaume est en paix? Pour la première fois depuis longtemps, oui. Elle a ri d'un rire franc. Et la princesse? Elle est partie. Et c'est très bien comme ça. Colette est entrée, sans attendre l'invitation. Tu sais, Françoise, il faut que tu profites maintenant. T'as passé ta vie à réparer les autres. C'est ton tour. Profiter? À mon âge? Justement, c'est à ton âge qu'on arrête d'avoir peur du scandale et qu'on commence à respirer pour de vrai. Nous avons ri. Puis, dans un silence doux, elle a ajouté: tu lui as donné une leçon qu'elle n'oubliera jamais? Ce n'était pas une leçon, c'était un miroir. Je lui ai simplement montré ce qu'elle était devenue. Colette m'a regardé longuement, les yeux humides. Tu es plus forte que tu ne le crois. Non, Colette, j'ai juste fini de me mentir. Quand elle est partie, le soleil se couchait, teignant le ciel de rose et d'orange. J'ai allumé une bougie, puis une autre. J'ai pris mon carnet et j'ai écrit: aujourd'hui, j'ai compris que pardonner, ce n'est pas excuser. C'est simplement se libérer de ce qu'on ne veut plus porter. J'ai posé le fardeau, elle le portera maintenant. Je me suis servi un verre de vin rouge. J'ai levé mon verre vers la fenêtre, vers le ciel qui s'assombrissait. À toi, maman. À toi, papa. À moi. Puis j'ai ajouté dans un murmure: et à elle malgré tout. Qu'elle trouve sa paix un jour, même si la mienne ne l'attend plus. Le lendemain, je me suis réveillée avant l'aube. Le ciel était encore noir et dans la pénombre de ma chambre, j'ai senti quelque chose de différent. Pas un malaise, une présence, comme si, après tant de mois de tumulte, le silence m'accompagnait enfin sans me juger. Je suis restée allongée un moment, à écouter le bruit régulier de la pendule du salon. Chaque tic-tac me rappelait que le temps avançait, peu importe les blessures. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'étais d'accord avec lui. Je me suis levée, j'ai allumé la lampe, puis j'ai préparé du café. J'aimais ce moment de solitude où le monde dormait encore. Le parfum du café emplissait la pièce comme un souvenir d'autrefois. Sur la table, mon carnet m'attendait, ouvert à la dernière page. J'y ai ajouté quelques mots, presque sans réfléchir.
Le silence n'est pas vide, il contient tout ce que les autres n'ont pas su entendre. Puis j'ai refermé le carnet. En fin de matinée, le facteur a sonné, une enveloppe blanche, sobre, sans expéditeur apparent. Mais je savais déjà d'où elle venait. L'écriture d'Élodie, fine, légèrement penchée, reconnaissable entre mille. Mon cœur a battu un peu plus fort. Je l'ai gardée dans mes mains un long moment avant de l'ouvrir. J'ai hésité. Une part de moi voulait savoir, l'autre préférait l'ignorer. Finalement, j'ai cédé. Maman, je ne sais pas si tu liras ces lignes, ni même si tu le veux, mais je dois te dire que j'ai compris. Pas tout, pas encore, mais assez pour avoir honte. J'ai vécu dans la peur de manquer, alors que tu m'avais tout donné. J'ai cru que l'amour se méritait, qu'il se possédait, et j'ai fini par le détruire. Je n'ai pas le droit de te demander pardon, mais je veux que tu saches que j'essaie de devenir meilleure. J'ai quitté Thomas, j'ai vendu notre appartement et je suis retournée vivre à Nantes. J'aide dans une maison de retraite avec des femmes comme toi, fortes, dignes, fatiguées, mais vivantes. J'ai compris ce que c'était que d'écouter. Et maintenant, chaque fois qu'une vieille dame me sourit, j'ai l'impression que c'est toi. Si tu veux me répondre, je ne demande rien d'autre qu'une carte, pas pour effacer, juste pour savoir que tu respires encore sous le même ciel que moi. J'ai refermé la lettre, mes mains tremblaient, mon cœur aussi. Les mots d'Élodie me traversèrent comme une pluie fine. Ce n'était pas une justification, ni une demande d'argent. C'était un aveu, un vrai. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Le ciel s'était éclairci, et au loin, les mouettes tournaient au-dessus des champs. Une lumière dorée caressait les toits du village. J'ai inspiré profondément. Puis, d'un geste calme, j'ai repris mon carnet et j'ai écrit elle a enfin ouvert la porte, pas celle de sa maison, celle de son cœur. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. Le pardon, je le sentais, ne devait pas être précipité. Il avait besoin de silence, comme les fleurs ont besoin d'hiver avant de refleurir. L'après-midi, Colette est passée, comme toujours sans prévenir. Alors, ma belle, tu sembles songeuse. J'ai reçu une lettre d'elle. Elle s'est assise sans dire un mot, elle savait. Et elle regrette, elle dit qu'elle change. Tu la crois? Oui, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que je n'ai plus besoin de la croire. Colette a hoché la tête lentement, puis elle a souri. Tu es enfin libre, ma vieille. Oui, libre, mais triste, un peu, parce que la liberté, c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien à espérer. Elle a pris ma main. Parfois, l'espoir revient quand on ne l'attend plus. Après son départ, j'ai relu la lettre une dernière fois, puis je l'ai rangée dans le même tiroir que le carnet rose. Le passé et le présent côte à côte. Deux morceaux d'amour brisés mais pas morts. Le soir, j'ai allumé la lampe du salon et pris une feuille vierge. Pas pour répondre, pas encore. Juste pour écrire son prénom, lentement, soigneusement, Élodie, et en dessous une seule phrase. Je ne t'ai jamais cessé d'aimer. J'ai seulement cessé d'attendre. Le lendemain, le vent avait repris, mais cette fois, il ne semblait plus hostile. Il soufflait doucement, comme une main invisible qui balayait les dernières ombres de la veille. Je me suis levée avec un étrange mélange de fatigue et de sérénité. Tout semblait à sa place, même le silence. Je me suis préparé un thé, puis j'ai posé la tasse près de la fenêtre. Le ciel était clair, presque printanier malgré le froid. Les enfants jouaient au loin, leur rire résonnait dans la rue, et j'ai senti ce pincement familier, celui d'une mère qui se souvient. Mon regard est tombé sur le tiroir où reposaient les deux lettres, la sienne et celle que j'avais commencée la veille. Je ne savais toujours pas si j'allais la lui envoyer. Une partie de moi voulait la protéger, l'autre voulait la préserver de moi. Peut-être que la paix, bon, c'était ça. Ne plus chercher à réparer, simplement laisser être. En fin de matinée, le téléphone a sonné. C'était Maître Durand. Bonjour Madame Lefebvre, je ne veux pas abuser de votre temps, mais je voulais vous informer que l'association à laquelle vous avez légué votre maison a accepté votre donation future. Ils aimeraient vous rencontrer. Me rencontrer? Pourquoi? Pour vous remercier de votre geste et peut-être vous proposer de visiter leurs locaux? J'ai souri. Volontiers, j'aimerais voir à qui ira ce toit, quand le mien sera vide. L'après-midi même, je me suis rendue à la fondation, un petit bâtiment près de la côte, où vivaient une dizaine de femmes âgées sans famille, des visages fatigués mais souriants,
J'ai été accueillie par la directrice, une femme brune, énergique, prénommée Clara. Madame Lefèvre, nous avons lu votre dossier. Votre générosité nous a touchés. Vous ne pouvez pas savoir à quel point une maison comme la vôtre aidera ces femmes. Je me suis promenée avec elle dans le jardin, simple mais fleuri, où certaines pensionnaires tricotaient ou lisaient au soleil. L'une d'elles, une dame aux cheveux blancs, m'a souri. Vous êtes la nouvelle, vous? Pas encore, ai-je répondu en riant. Peut-être un jour. Cette phrase, prononcée presque par jeu, a résonné en moi comme une possibilité. Je les regardais, ces femmes qui riaient entre elles, sans peur, sans rancune. Et j'ai compris que je voulais finir ici. Pas seule, pas dans le silence d'une maison vide, mais entourée de celles qui savaient encore parler avec douceur. En rentrant, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit: Aujourd'hui, j'ai vu ce que je laisserai derrière moi, un abri. Pas pour ma fille, pour des femmes comme moi. Peut-être est-ce ça la vraie maternité, protéger celles qui comprennent sans demander. Le soir, alors que je rangeais mes papiers, j'ai trouvé un message sur mon répondeur. La voix d'Élodie, hésitante, fragile. Maman, j'ai su pour la fondation. C'est bien ce que tu fais. Je suis fière de toi. J'aurais voulu t'aider. Sa voix s'est brisée sur ces derniers mots. Puis le silence. J'ai écouté le message 2 fois, puis 3. Il n'y avait plus de colère dans sa voix, plus de reproches, seulement un regret nu, sincère. Je suis restée un long moment immobile, le regard perdu dans le vide. Puis j'ai murmuré: C'est déjà ça, Élodie, c'est déjà un début. Je me suis assise à mon bureau, j'ai repris la lettre que je n'avais pas envoyée et j'ai ajouté une phrase. Je ne t'enverrai pas cette lettre, mais je la termine pour moi. Parce qu'écrire ton nom, c'est encore une façon de t'aimer. La nuit est tombée doucement. La maison respirait. Le vent avait cessé. Tout semblait enfin en équilibre. Je me suis allongée, sans peur, sans attente, et j'ai pensé, si ma vie devait s'arrêter ce soir, elle s'arrêterait dans la lumière. Avant d'éteindre la lampe, j'ai noté dans mon carnet: Je n'ai plus besoin qu'elle m'aime. Je veux seulement qu'elle se souvienne que je l'ai fait, même quand elle ne le méritait plus. Puis j'ai soufflé la flamme. Le silence a repris sa place, mais il n'était plus le même. Il avait la douceur d'une berceuse. Le matin suivant, la lumière s'est glissée dans ma chambre avec une douceur inhabituelle. J'ai ouvert les yeux lentement, sans précipitation. Le silence n'était plus un vide, il ressemblait à une présence paisible, rassurante, le genre de silence qui ne pèse plus mais qui apaise. Je me suis levée et j'ai ouvert la fenêtre. L'air frais de la mer m'a effleuré le visage. Au loin, j'entendais les mouettes et le bruit discret des vagues. J'ai respiré profondément. Je suis encore là, ai-je pensé, pas comme avant, pas comme hier, mais là, vivante. Sur la table, mon carnet m'attendait. À côté, la lettre d'Élodie que je n'avais toujours pas renvoyée et le message de son répondeur que j'avais noté sur un petit papier: Je suis fière de toi, maman. Ces mots simples, minuscules presque, suffisaient à apaiser quelque chose en moi. Il y avait eu tant d'années de silence, tant d'humiliation, de déception, et pourtant un seul mot avait fissuré la barrière. J'ai pris un stylo et j'ai écrit une phrase au-dessus de la sienne: Je suis en paix, ma fille. Je ne savais pas encore si je lui enverrais cette réponse. Peut-être que non. Peut-être que certaines choses n'ont pas besoin d'être dites pour exister. En fin de matinée, je suis retournée à la fondation. Clara m'avait invitée à déjeuner avec les résidentes. Vous êtes notre bienfaitrice, Madame Lefèvre, lança-t-elle en riant. Il faut bien vous chouchouter un peu. J'ai souri, l'accueil était simple, sincère. Les femmes autour de la table riaient, parlaient fort, se chamaillaient pour un morceau de tarte. J'observais leurs gestes, leurs rides, leurs yeux pleins d'histoire, et je me suis vue en elles. Pas comme une étrangère, mais comme une sœur. Pendant le repas, l'une d'elles, Mireille, m'a pris la main. Vous savez, ici on dit que chaque femme qui arrive laisse dehors son chagrin et qu'on lui sert un café chaud à la place. C'est la seule règle. C'est une belle règle, ai-je répondu en souriant. Peut-être la meilleure que j'ai jamais entendue. L'après-midi, Clara m'a fait visiter les chambres, le jardin, la bibliothèque. Elle m'a parlé de leurs projets, de leur manque de moyens, de leur envie de bâtir une serre. Si vous aviez vu comme elle s'occupe des fleurs, vous comprendriez pourquoi on veut ce jardin couvert. Je l'ai regardée avec douceur. Alors faites-le, ce sera mon dernier cadeau. Ses yeux se sont embués.
Vous êtes une femme extraordinaire, Madame Lefèvre. Non, juste une femme qui a beaucoup attendu et qui a enfin compris à qui donner. En sortant, j'ai croisé une des pensionnaires sur un banc. Elle tricotait un châle bleu pâle. Pour qui est-ce ai-je demandé. Pour vous, répondit-elle simplement. Clara nous a dit que vous aviez donné votre maison. Alors, on vous donne un peu de chaleur, c'est tout ce qu'on a. J'ai senti ma gorge se serrer. J'ai posé ma main sur la sienne. C'est bien plus que ce que j'ai reçu de ma propre fille, vous savez. Elle a souri sans rien dire, comme si elle comprenait. De retour chez moi, j'ai posé le châle sur mon lit. L'odeur de laine et de savon m'a rappelé l'enfance, ma mère, les hivers d'autrefois. Tout semblait bouclé, lentement, sans douleur. En fin de journée, alors que la lumière déclinait, j'ai reçu un appel inattendu. Maman, sa voix, tremblante, fatiguée. Élodie, un silence, puis je voulais te dire merci pour ce que tu fais, pour ce que tu es. J'ai vu la fondation. Clara m'a parlé. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Tu y es allée? Oui, je voulais comprendre. Et j'ai compris. Tu n'as pas voulu me punir. Tu as voulu sauver d'autres femmes. Peut-être. Peut-être que c'est la seule manière que j'ai trouvée de ne pas te haïr. Elle a respiré lentement. Ah, est-ce que je peux venir te voir? Pas aujourd'hui. Mais un jour peut-être. Quand ce sera vraiment pour me voir, pas pour réparer. Un long silence a suivi. Puis sa voix douce, presque enfantine. Je t'aime, maman. J'ai fermé les yeux. Les mots flottaient dans la pièce, fragiles, suspendus. Moi aussi, Élodie. Mais à ma manière. Après l'appel, j'ai écrit dans mon carnet. Le pardon n'est pas un retour, c'est une respiration. Aujourd'hui, j'ai respiré. La nuit tombait, les ombres s'allongeaient sur le sol. J'ai enroulé le châle bleu autour de mes épaules, me suis assise près de la fenêtre et j'ai laissé le silence s'installer. Un silence plein d'amour cette fois. Ce matin-là, la lumière entrait dans la maison comme une bénédiction, une lumière dorée, douce, presque tiède, qui venait caresser les murs et apaiser tout ce qu'elle touchait. J'ai ouvert les yeux avant même que l'horloge n'ait sonné. Le vent s'était calmé, la mer semblait en paix. J'ai eu la certitude en un instant que c'était un de ces jours où la vie se boucle d'elle-même, sans bruit, sans drame. Je me suis levée lentement, enveloppée du châle bleu que les femmes de la fondation m'avaient offert. Il sentait la laine et la tendresse, cette odeur qu'on reconnaît sans pouvoir la nommer, celle du réconfort. Sur la table, mon carnet m'attendait, ouvert, patient. Je l'ai feuilleté page après page, retraçant sans le vouloir toute mon histoire. Chaque ligne était une cicatrice, chaque mot un pas vers la paix. Puis, je suis arrivée à la dernière page, blanche. J'ai pris mon stylo et j'ai écrit « Quand on a passé sa vie à donner, il vient un jour où le silence devient le plus beau des héritages. » Je suis restée là un moment à contempler cette phrase. Oui, c'était cela. Mon testament le plus sincère n'était pas celui déposé chez le notaire. C'était celui écrit sur ces pages, dans ma main, avec mon cœur. Un peu plus tard, j'ai reçu la visite de Colette, fidèle, rieuse, un panier à la main. Tu as l'air bien, ma vieille. On dirait que t'as dormi 100 ans. J'ai enfin dormi en paix, ai-je répondu en souriant. Elle m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. Je savais que t'y arriverais. T'as traversé la tempête et t'es encore debout. Pas seulement debout, Colette, libre. Nous avons parlé longtemps, puis elle est repartie. Avant de partir, elle m'a serré la main. Tu sais, Françoise, ton histoire, elle mériterait d'être racontée. Pas pour faire pleurer, mais pour faire réfléchir. Peut-être un jour, ai-je répondu. Mais ce jour-là, ce ne sera plus à moi de parler. Ce sera à ceux qui auront compris. L'après-midi, j'ai reçu une enveloppe. Cette fois, c'était de la Fondation. Une lettre signée par Clara accompagnée d'une photo. On y voyait un petit panneau accroché à la grille d'un jardin fleuri. On y lisait « Jardin Françoise Lefèvre », en mémoire d'une femme qui a su transformer la douleur en lumière. Je suis restée figée. Les larmes me sont venues sans prévenir, douces, lentes. J'ai souri, c'était ça mon héritage. Pas une maison, pas un compte en banque, un jardin, un lieu de paix. J'ai pris la photo, je l'ai posée sur mon bureau, à côté de la lettre d'Élodie. Deux mondes, deux visages, enfin réconciliés en moi. La nuit est tombée doucement,
J'ai allumé une bougie, me suis assise dans mon fauteuil, face à la mer, le vent portait encore quelques échos du large. Et j'ai murmuré: je t'ai pardonné, Élodie, pas pour toi, pour moi, parce que je veux partir légère. Je ne savais pas combien de temps il me restait, mais peu importait. Tout était dit, tout était rendu, tout était à sa place. Avant de fermer les yeux, j'ai écrit une dernière phrase dans mon carnet. Tu m'as interdit d'entrer chez toi, Élodie. Alors j'ai bâti un endroit où d'autres femmes pourront entrer sans qu'on ne leur ferme jamais la porte. Puis, juste en dessous, d'une main plus tremblante, l'amour ne meurt pas, il change de maison. Le lendemain, le soleil se leva sur la Bretagne. La mer brillait d'un éclat neuf. Et dans une petite maison blanche, au bord du village, un carnet était resté ouvert sur une table sous un rayon de lumière. Dans la fondation, quelques jours plus tard, Clara lut à voix haute un mot que j'avais laissé. À toutes les femmes oubliées, à toutes les mères effacées, votre valeur ne dépend pas de qui vous aime, mais de ce que vous êtes. N'attendez pas la reconnaissance, soyez votre propre héritage. Et dans le silence qui suivit, on aurait pu jurer que le vent portait un éclat de rire, quelque part au loin. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Peut-être qu'une fille, quelque part, comprendra qu'il n'est jamais trop tard pour frapper à la bonne porte. Et souvenez-vous, l'amour d'une mère est la seule richesse qu'aucune succession ne peut acheter.